Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver. J'ai voulu faire un webinar qui soit dédié à l'assistance à maîtrise d'ouvrage applicatif RH, parce que c'est un sujet qu'on traite assez peu finalement, qu'on n'avait pas traité sous la forme d'un webinar avec MyRHline. Et pour ce faire, j'ai invité ce matin deux experts, donc Karine Skorik. Bonjour Karine. Bonjour. Et puis Arnaud Michel. Bonjour. Que vous connaissez peut-être, hein, qui avait participé déjà à nos matinales RH à l'époque où on pouvait se voir en live. Je vais laisser Karine se présenter. Alors, j'ai 20 ans de CRH derrière moi. Je suis une passionnée, un petit peu comme Obélix qui est tombé dans sa potion. Donc aujourd'hui, je me suis spécialisée en AMOA puisque j'accompagne les clients et c'est ce qui fait mon dada aujourd'hui. Ça marche. Arnaud? Moi, Arnaud, Arnaud Michel, je suis fondateur du cabinet Temps d'Avance, qui est un cabinet d'AMOA spécialisé sur les projets de GTA et de planification. Voilà, un peu comme Karine, passionné. Vous allez, j'espère, vous en rendre compte dans nos discussions avec Karine dans un instant. Et voilà, complètement orienté GTA et planification. Super. Alors, première question pour poser hein, le sujet. Lequel de vous deux peut me faire une espèce de définition de la MOA? Les deux, peut-être. Vas-y, Karine. Alors, une définition. Alors, c'est vrai que le SIRH est un scope très étendu et la MOA, je souhaiterais qu'elle ne soit pas confondue avec la MOE. La MOA, c'est vraiment c'est là aider le client à réfléchir à ce que va être son projet, dans quel ordre on va le faire, qui est-ce qu'on va impliquer. Donc, c'est vraiment une vision globale sur un projet, à la fois avec des techniques, avec des fonctionnels, des opérationnels, si on veut une réussite complète. Et l'objectif, c'est vraiment de projeter le plus possible les équipes au sens large, hein, de l'entreprise, donc dans le déploiement d'un SIRH. Alors, Arnaud, à quel moment intervient la MOA du projet? Alors, la MOA intervient, peut intervenir à n'importe quel moment, mais idéalement le plus tôt possible. Et quand on dit le plus tôt possible, c'est dès la phase de cadrage, parce que c'est un moment où se joue tout un tas tout un tas d'enjeux liés au planning, liés au budget, liés à la conception de l'équipe qui va mener le projet, liés à des orientations fonctionnelles également. Et à ce moment-là, il y a des arbitrages à faire, des arbitrages qui vont avoir des impacts très forts sur l'ensemble du projet et donc sur l'ensemble de ses coûts. J'ajouterais que dans ces phases de cadrage, on va sans doute y revenir, mais on travaille beaucoup aussi sur le ROI, sur le retour sur investissement de chaque projet. Et c'est exactement ce qui va derrière définir un budget, parce qu'évidemment, pour un chef de projet, pour aller défendre un budget, il faut qu'il amène une rentabilité, directe ou indirecte. Et donc voilà, donc le plus tôt possible pour pouvoir amener à nos clients, chefs de projet, DRH, responsables SIRH par exemple, tout un tas d'éléments qui sont liés à notre expérience, d'une part, donc pour éviter les écueils, et qui sont liés également parfois juste à un manque de ressources de la part chez nos clients. Ouais. Pour compléter ce que disait Karine, je dirais aussi que la MOA, on est vraiment le trait d'union entre un client et l'intégrateur ou l'éditeur qui mettra en place la solution ultérieurement. C'est-à-dire qu'on parle le langage RH de les clients et on parle le langage de l'éditeur ou de l'intégrateur, ce qui n'est pas souvent le cas de la part de nos clients, surtout dans notre domaine de la GTA, qui est un domaine un peu spécialisé. Mais on est aussi un trait d'union entre un chef de projet ou un directeur de projet et l'ensemble de sa société. Voilà, donc on essaye d'amener ça, cette énergie, cette compétence autour des projets qu'on mène. Donc pour répondre à ta question, Christophe, le plus tôt possible dans un projet.
Ça marche. Alors, parmi les personnes qui nous suivent, est-ce que actuellement vous avez des projets SIRH qui sont en cours d'implémentation dans vos entreprises? Vous pouvez nous répondre dans le chat. Alors, en cours, quand on dit projet en cours, en plus, c'est peut-être aussi trop tard. Hein, c'était l'objet de Justement, notre c'est là où je veux en discussion. venir. Quand est-ce qu'on fait le chef d'orchestre finalement? Est-ce qu'on le fait en amont ou pas? Et le en amont, c'est vraiment le quand. Le quand. Et quand on a un projet SIRH, c'est de nous penser le plus en amont possible. Donc déjà, quand les équipes sont en train de réfléchir. Alors justement, par rapport à cette question que je viens de poser, donc là j'ai quelques réponses en prévision, oui, redémarrage d'une brique SIRH. Alors vous qui avez répondu oui, en cours, etc., est-ce que vous faites intervenir actuellement une AMOA dans votre entreprise? Pour ceux qui disent oui, j'aimerais savoir si vous faites intervenir, depuis quand vous faites intervenir une AMOA? Est-ce que c'était en amont du projet, en phase d'aide au choix, en phase de déploiement du projet, en phase de recette? Pré-cadrage, cadrage, on a des bons élèves qui nous suivent. C'est bien, c'est bien. Là, je vois une réflexion, pas de recours à une AMOA, mais demande de démonstration auprès des éditeurs. Voilà, c'est là que la confusion commence peut-être. Et là où il peut y avoir déjà un écart et de potentiels problèmes. Effectivement, effectivement. Quand on arrive sur des projets, alors le pire des scénarios, c'est quand on arrive au moment de la recette. Là, on est déjà bien avancé dans le projet, on est un peu en mode pompier, et en général, c'est que ça se passe pas bien. Et là, c'est tard, c'est pas désespéré, on arrive à relever les situations, mais c'est tard. Mais effectivement, quand on arrive au moment des démonstrations des éditeurs, ça veut dire qu'au préalable, soit il y a eu un cahier des charges qui a été fait, mais avec parfois les moyens du bord, soit pas de cahier des charges, ce qui est le cas, un cas qui est pas terrible. Mais effectivement, ça me fait penser là, à chaud à une situation assez classique, une confusion. Un projet de SIRH ou de GTA, a fortiori, ne débarque pas au contact avec les éditeurs. Et je dirais, s'il fallait mettre un temps, ça démarre au moins 6 mois avant. Au moins 6 mois avant, il faut se poser des questions sur les orientations, sur le budget, sur le planning, sur les ressources, pour ensuite pouvoir arriver sur chaque phase de cadrage, de rédaction d'un cahier des charges, puis à ce moment-là de sollicitation des éditeurs pour pouvoir faire des soutenances. Donc vous voyez que par rapport à ce que tu disais, Christophe, à l'instant, sur un commentaire d'un de nos internautes, cette phase de soutenance avec les éditeurs, elle est en réalité très tardive. Ouais. Donc il faut vraiment se faire accompagner plus tôt, si vous n'avez pas les compétences ou les ressources. Et puis même, souvent quand on parle d'AMOA, les entreprises ont tendance à se dire, bon, une AMOA, c'est aide au choix, accompagnement, recette. Et bien souvent, ils oublient la phase de cadrage initial, avant même l'aide au choix. Absolument. Qui est la brique finalement indispensable du projet. Là, il y a André qui demandait, pouvez-vous revenir sur les étapes du projet? Tu viens de le faire en partie, Arnaud, mais effectivement, la première étape, c'est l'étape de, OK, on a besoin d'un outil, pourquoi faire? Pour couvrir quel process? Quels sont les besoins de l'entreprise avant même d'aller chercher des solutions? Absolument. Karine me complétera, mais je dirais qu'il y a deux grandes phases qu'on peut découper en étapes pour répondre à la question. Il y a une première phase qui est jusqu'au choix de l'éditeur ou de l'intégrateur avec lequel vous allez travailler et qui comprend trois étapes. Une étape de cadrage, comme on vient d'en parler, une étape de rédaction du cahier des charges qui peut prendre, selon, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, ça dépend de l'ampleur du projet et de sa complexité. Et une troisième phase qui est vraiment l'aide au choix de l'éditeur,
sur lequel on va envoyer le document cahier des charges aux éditeurs. On va analyser toutes ces réponses. Et là, c'est des analyses qui sont très pointues parce que dans le domaine de la GTA qui est le nôtre, nos clients, on voit bien qu'ils ne font pas la différence sur les détails entre les différents éditeurs, et c'est des détails qui coûtent cher à la fin quand on se trompe. Donc, on fait des analyses très pointues, et ensuite, on prépare les soutenances, on crée des scénarios de soutenance, ce qui fait qu'ensuite, quand les soutenances ont lieu, notre client, il voit beaucoup plus clair. Il voit beaucoup plus clair sur les différentes offres. Et puis ensuite, plus classiquement, sur les étapes du projet, une fois que l'éditeur a été choisi, que le projet démarre, vous avez globalement 5 étapes. Une étape de spécification, avec des analyses, des ateliers de spécification, qui va donner lieu à un document de spécification fonctionnelle détaillée ou technique. Ensuite, une phase de réalisation. L'éditeur ou l'intégrateur va faire le paramétrage en fonction du cahier de spécification qui a été signé par le client et qui devient donc la base du projet, d'où l'importance de cette phase de spécification ultra importante dans le projet. Troisième étape, c'est la phase de qualification. C'est l'étape pendant laquelle vous allez et nous allons vous aider à faire la recette via un cahier de recettes. On y reviendra peut-être sur l'importance du cahier de recettes, qui est toujours un document compliqué à élaborer sans AMOA. Donc une phase de recette où vous allez tester tout le paramétrage. Ensuite, éventuellement une phase de pilote. Nous, on la conseille, mais certains clients la font ou non. Et puis ensuite, le déploiement avec les formations et le déploiement sur l'ensemble. Et puis dans la phase initiale de préparation, d'identification du projet, Karine, est-ce que les RH n'ont pas tendance à toujours à chercher un peu le mouton à 5 pattes, à se dire bon nous on a besoin de ci, on a besoin de ça, et de toute façon on va trouver. Oui, alors je complète juste, il y a RH et SI. Il ne faut pas oublier que c'est un travail transverse. Et qu'on n'a pas que les RH qui travaillent avec nous, mais vraiment la DSI, puisque le produit, l'applicatif ou les applicatifs doivent vraiment s'intégrer dans une organisation soit en place, soit confectionnée. Donc les RH, effectivement, et on le subit peut-être à chaque cahier des charges, c'est oui, moi je fais comme ça, et l'éditeur doit s'adapter. C'est souvent le langage qui est tenu. Sauf qu'il faut bien prendre conscience qu'un éditeur à qui on demande de s'adapter, c'est beaucoup de spécifiques, ça coûte une blinde, pour le dire assez péjorativement, et c'est pas la bonne solution à adopter. Donc moi je prône souvent les petites étapes, c'est vers quoi on tend, comment on peut le faire, et surtout en ayant connaissance de, comme on a vu les éditeurs, c'est comment on peut rentrer dans ce que nous annonce l'éditeur, dans la faisabilité de l'éditeur, pour rester assez standardisement parlant imbriqué dans les process sans aller dans des coûts importants. Donc, il est important aussi qu'on ne se dise pas le SIRH, ça va faire papa, maman et le café. Non, c'est un objectif qui est à remplir. Comment on le fait le plus sainement possible pour ne pas, sur le long terme, parce qu'il y a le démarrage, mais après sur le long terme avec les évolutions. Chaque évolution d'applicatif, c'est de mettre à jour les SP, donc c'est un coût auquel on ne pense pas tout le temps. Et puis, il y a aussi le fait que le marché a quand même tendance à limiter de plus en plus ses développements spécifiques. On est dans l'ère du SaaS. Alors effectivement, peut-être qu'en GTA, on paye, on peut encore aller dans le spécifique. Je pense notamment au niveau des calculs, ça paraît logique. Mais déjà, on peut moins aller dans le spécifique au niveau des process, non, Arnaud ? Alors effectivement, d'abord oui, en GTA, comme toutes les autres briques, il y a une grosse orientation vers le SaaS, ce qui, de fait, limite les recours aux spécifiques. Ce qui est très bien au niveau, notamment, du fameux mouton à 5 pattes dont tu parlais, Christophe, parce que c'est vrai que des fois, on entend dès le début du projet la lettre au Père Noël. Nous et Karine également pour le SIRH, une AMOA connaît l'ensemble des éditeurs et sait ce que font chaque éditeur. Ça, c'est important de le savoir, c'est que quand on découvre pas avec nos clients. Moi, personnellement, ça fait 25 ans que je suis dans la planification et la gestion du temps. Je connais les éditeurs depuis toutes ces années. Je sais d'où ils viennent, je sais ce qu'ils font, je connais leur roadmap, je connais leurs forces et leurs faiblesses et leurs process standards.
Et donc, ça, c'est important de dire qu'une AMOA, elle sert à ça, c'est que dès le début, on va recadrer notre client pour lui dire clairement les enjeux de ces demandes qui nous paraissent spécifiques. Libre à lui de choisir, d'arbitrer sur le fait que cette demande spécifique est importante pour lui et qu'il souhaite la mettre en place. Mais effectivement, comme vient de le dire Karine, mettre en place un spécifique, c'est des coûts de développement, des coûts de maintenance et pas complètement sûr que ça puisse être maintenu sur une durée longue, pour peu que l'éditeur choisisse d'autres orientations ultérieurement. Donc oui, en premier lieu, dans une phase de cadrage, on travaille aussi sur les process, et c'est très important pour la bonne marche du projet à suivre, d'être sur des process qui sont relativement standards au regard des offres des éditeurs. Voilà. C'est ça. On regarde de l'offre des éditeurs. Et ça, ni la DSI ni la DRH, en général, n'a la vision et n'est capable de savoir en amont des projets si le marché va répondre à leurs besoins. Et là, la MOA a toute sa place pour éclairer sur ce qui est faisable, pas faisable, de façon à éviter de partir dans une direction qui, de toute façon, ne serait pas réalisable. C'est ça, pas réalisable, trop spécifique. Voilà, enfin, moi, comme Karine, hein, je pourrais citer des tas d'exemples de sujets. J'ai vu parfois tout un ensemble une gestion administrative qui s'intégrait dans un outil de planification dont c'était pas le métier. Tout ça pour que sur les sites opérationnels, les managers puissent faire eux-mêmes les contrats. Mais une fois que l'éditeur a fait une fusion entre ces données et un document Word pour arriver à établir un contrat, la gestion administrative ne s'arrête pas à ce document. Il y a tout un tas de processus derrière. Et ça, l'outil de planification, il ne les connaît pas. L'éditeur ne les connaît pas, l'outil ne les connaît pas. Et donc, c'est typiquement le genre de choses qu'on doit refuser très tôt dans un projet. Alors pourquoi en France, les AMOA sont... Je voulais juste ajouter un point, ce qui est important, c'est aussi, il n'y a pas que l'outil, hein, c'est vraiment l'organisation et comment l'organisation peut se projeter. Moi, j'ai déjà vu des structures qui étaient en place et qu'il a fallu complètement casser, je dirais, quand il a fallu mettre le produit, parce que on n'a pas idée, et surtout avec tous ces processus workflow, tous ces workflows maintenant qui supposent des organisations bien définies avec des managers. Est-ce qu'on va décentraliser vers manager ou pas? Donc, c'est au-delà de l'outil, c'est déjà comment l'entreprise est en capacité de recevoir un outil. Ouais. Alors, j'ai une question de Marjorie qui dit, si nous n'avons pas d'AMOA en interne, comment en trouver pour être accompagné? J'ai une réponse très simple, Marjorie. Il y a Karine qui est là et Arnaud qui est là. Donc, il vous suffit de leur écrire. Je ne sais pas si vous pourrez partager vos mails, Karine et Arnaud, dans le chat pour que éventuellement les personnes puissent vous contacter. On va faire en sorte, oui. Il y a toujours quelque chose qui m'a surpris en fait. En France, en fait, les AMOA interviennent, on l'a dit bien souvent, en cours de projet et à l'initiative du DSI ou du DRH qui se dit on est en train d'aller dans le mur, on a besoin d'aide. Par exemple, en Italie, les AMOA marchent de pair avec les éditeurs et interviennent directement dans les projets. C'est systématique. C'est une vision complètement différente de l'AMOA. C'est-à-dire que les AMOA sont embarqués et rémunérés par les éditeurs, de façon à sécuriser les projets. Pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça en France? C'est historique, je pense. Non, c'est historique. Ça s'est construit. Enfin, les éditeurs, ils ont 30 ans maintenant, 30 ans derrière eux. C'était la paye au départ, et la paye, c'est des fonctionnalités bien précises. Et moi, quand je passe aujourd'hui, un consultant paye n'est pas un consultant SIRH au sens général. Il n'a pas forcément de connaissances RH. Donc, on sollicite des compétences qui sont bien plus complètes qu'un éditeur n'a pas forcément. Moi, je sais, quand j'ai commencé chez un éditeur, j'avais pas de compétences RH, j'ai eu de la formation, etc. Et ça, c'est ce qui fait que justement, nous, à MOA, et on se dit expert parce qu'on a cette capacité d'avoir des connaissances fonctionnelles, opérationnelles, techniques, qu'un éditeur n'a pas en la personne d'un chef de projet quand un chef de projet et qu'une entreprise n'a pas non plus. Et que l'entreprise n'a peut-être pas. Après, les entreprises peuvent, maintenant, il y a des postes de responsables SIRH qui sont de plus en plus vus sur le marché et qui permettent aussi, il y en a qui ont cette capacité, en tout cas, à avoir cette globalité, ces compétences assez globales
et qui sont vraiment nombreux. Alors, par le passé, j'ai exercé votre métier et j'avais souvent un argument en face de moi de la part du DSI ou du DRH qui était de dire ouais, mais une AMOA, ça coûte cher. Sauf que donc, il m'est arrivé de chiffrer des projets, d'intervenir sur le cadrage, sur l'aide au choix. Très bien. Et puis, arrivé au moment du pilotage du projet, le client me dit bon, bah, sur le pilotage, le projet me coûte déjà 200 000 euros, donc sur la partie AMOA, c'est bon, le pilotage, on sait faire. Et puis 6 mois après, le client me rappelle en me disant bon, ben, on a fait un no-go sur le démarrage parce que, pour X ou Y raison. Parce qu'en fait, à partir du moment où la MOA était sortie du projet, la relation éditeur-entreprise s'est complètement déséquilibrée. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez fréquemment? Est-ce que, je pense qu'à un moment, là, les personnes qui nous suivent, il faut qu'ils prennent conscience qu'une AMOA, c'est pas uniquement là pour faire. Alors, effectivement, il faut que ça intervienne au moment du cadrage, il faut que ça intervienne au moment du choix. Mais ensuite, c'est essentiel que la AMOA copilote le projet. Parce que finalement, si la M1 ne copilote pas le projet, on va se retrouver avec un éditeur qui parle, je vais schématiser chinois, un DRH qui parle anglais et un DSI qui parle allemand. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça, Christophe. Et au milieu, on n'a plus personne pour traduire. On n'a plus de Google Trad au milieu. C'est exactement ça, Christophe. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure sur le trait d'union. Souvent, moi, quand j'arrive chez nos clients, je leur dis, nous, on connaît complètement le langage de la GTA. On connaît bien les besoins de GTA de nos clients, mais vous, en tant qu'entreprise, on ne vous connaît pas. On ne connaît pas encore votre culture, on ne connaît pas votre organisation, mais c'est ce qu'on va apprendre là dans les jours qui viennent. Et voilà. Donc, on a effectivement complètement un trait d'union entre des clients qui ne connaissent pas la GTA, alors dans d'autres domaines. Pourquoi? Parce que il se trouve que la GTA est un monde un peu particulier. On ne change pas de GTA tous les jours. Et puis, par exemple, il n'y a pas d'école de gestionnaire de GTA. Vous avez des écoles de gestionnaire de paye et sur d'autres domaines. Depuis très peu de temps, des écoles de gestionnaire de paye. Oui, effectivement, ça évolue et ça évolue bien. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à créer une école de gestionnaire de GTA au sein de Temps d'Avance. Mais c'est un monde, la GTA, qui est assez peu maîtrisé, y compris par les DRH qui nous disent, moi j'ai un peu peur de ce projet parce que je sais que c'est un projet structurant, mais c'est un projet qui est un peu casse-gueule quand même. Donc, parce qu'il va toucher tous les utilisateurs. Par exemple, un projet de paye, ça peut se faire au siège avec l'équipe de paye. Un projet de GTA, on est obligé à un moment donné de toucher très vite les managers et les collaborateurs parce qu'il faut connaître tous les horaires de tous les collaborateurs pour arriver à mettre en place une GTA. Et donc, tout ça pour dire que oui, on est complètement un trait d'union entre eux. Je reviens sur ce que disait Karine. Au sein de l'entreprise, effectivement, vous avez l'ARH et aussi la DSI, donc il faut aussi avoir un langage aussi technique parce que ça ne suffit pas, c'est pas que du RH. Et au niveau du retour sur investissement, puisque effectivement, ça peut être vu comme un coût, comme une charge sur un projet. Et bon, nous, on assume complètement chez Temps d'Avance, on est plutôt onéreux, on a des TGM assez hauts, mais en même temps, on amène une qualité importante. Tous nos consultants ont été consultants chez des éditeurs pendant au moins 8 ans, donc ils ont tous une grosse expérience, et donc ils apportent une valeur ajoutée. Ce que l'on met beaucoup en évidence sur le ROI de la MOA, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas d'AMOA. Comme tu viens de le dire, Christophe, le contact. Et ça rebondit aussi sur ta phrase sur ce qui se passe en Italie par rapport à la France. Le contact entre l'éditeur et le client, il est déséquilibré. On le voit bien quand on n'est pas là ou quand on arrive en cours de projet, on voit les offres des éditeurs et des intégrateurs, elles sont largement sous-dimensionnées par rapport aux besoins. Elles sont sous-dimensionnées pour ne pas faire peur aux clients et puis aussi parce qu'il y a une concurrence entre les éditeurs. Nous, on ne joue pas ce jeu-là. On considère qu'un projet doit aller au bout dans un délai qui est prévu. On ne joue pas, il ne faut pas qu'il y ait de retard. Et quand on chiffre le coût d'un retard sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire pour certains projets que j'ai pu connaître 6 mois ou 1 an, c'est largement au-delà du coût d'une AMOA. C'est 3 fois, 4 fois, 5 fois au-delà du coût d'une AMOA. Et moi, je pense d'expérience que quand il y a une AMOA, les projets ont plus tendance à se terminer dans les délais prévus.
Parce qu'on sait parler aux éditeurs, on sait tenir les éditeurs, les intégrateurs, mais aussi, on sait aussi parler à nos clients pour leur dire « Attention, vous ne faites pas ce qu'il faut pour que le projet aille au bout. » Et ça, on peut le dire, aille au bout dans les délais prévus. Ça, on sait le dire très tôt. Si on n'est pas là, en fait, personne ne peut le dire. L'éditeur, il suit la marche du client. Si le client va doucement, l'éditeur ira doucement. Ce n'est pas le client qui va mettre un coup d'accélérateur. Et puis là et moi, c'est quand même aussi le garde-fou, parce que quelque part, par exemple, si je prends ton cabinet temps d'avance, euh, tous les éditeurs de GTA te connaissent, et donc à partir du moment où l'éditeur sait que tu es présent sur un compte, bah, ils peuvent plus raconter de conneries. C'est pas faux, oui, c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement c'est un ça. vrai Oui, garde-fou. oui, tout à fait. En fait, tu permets aussi de sécuriser le discours. Absolument. La sécurisation, Karine peut en parler, c'est vraiment Karine, c'est un pareil. élément important dans la MOA. Et en On est plus, vous capable allez d'anticiper. apporter un témoignage des projets auxquels vous avez participé. Donc, si par exemple tu fais un projet avec un éditeur, que l'éditeur a complètement foiré le projet, bah, tu vas pas lui faire de la pub non plus en tant qu'AMOA. Donc, C'est vous ça. avez quand même une place assez importante. C'est ça, et tu vois, encore la semaine dernière, j'ai reçu un mail d'un de nos clients, que je ne vais pas citer, parce que je n'ai même pas demandé si je pouvais le citer, donc je ne vais pas le faire, mais qui me dit comment on aurait fait sans votre consultant. Comment on s'en serait sorti sans votre consultant. Parce que c'est vraiment avant la phase d'analyse, il a fait tout un recueil réglementaire qui aurait même pu servir, si le projet n'était pas allé plus loin, de livre blanc de GTA, de recueil réglementaire complet des règles de GTA, ce qui est très rare dans une entreprise. Des fois, il y a des livres blancs de paye, des recueils sur les règles de paye, mais pas toujours. Alors sur la GTA, c'est inexistant. Et donc, avec ce recueil réglementaire, ça a permis d'arriver en analyse au moment des spécifications. À chaque question, le client pouvait dire « Bon, bah là, c'est facile, vous regardez, page 12, voilà les heures supplémentaires, voilà comment on les gère, voilà la règle générale, voilà les exceptions, voilà comment ça se passe si la personne arrive en cours d'année, part en cours d'année, comment on solde tout ça. » Voilà, tout ça, c'est une anticipation qui est nécessaire sur tous les projets. Karine, comment on convainc une direction générale de faire appel à une AMOA? C'est quoi les arguments forts? Les arguments forts, c'est qu'on est capable d'anticiper. Alors, on a de la bouteille derrière nous déjà, donc on a déjà du vécu sur différents types d'organisations, de la petite entreprise jusqu'à la grosse structure. On a une capacité aussi d'anticiper, donc de savoir, quand l'éditeur, sans dire qu'il peut raconter des bobards, mais on a une capacité à comprendre là où il veut aller et ce qu'il ne dirait pas au client et pour le perdre ou en tout cas pour passer, pour forcer le jeu. Donc cette capacité d'anticipation, elle s'appuie aussi sur des compétences qui sont à la fois techniques, puisqu'il faut qu'on sache parler SI, et pour ma part aussi RH. Donc c'est très important, surtout que, alors je dirais le petit gap qu'il y a entre la GTA et la RH, c'est que la GTA c'est quand même très formalisé, alors que la RH peut être très créative. On est moins enfermé dans des process parce qu'il n'y a pas de production, je dirais, légale, en tout cas sur la vraie partie RH, compétences, entretien, performance. Donc, c'est ce potentiel-là de pouvoir se projeter, de projeter le client et dire attention, là, vous allez au-delà d'eux. Moi, je sais que je suis arrivée récemment dans un projet. Ils avaient fait le cahier des charges, ils avaient signé le devis. C'était prévu pour X 1000 connexions collaborateurs, alors qu'en fait, le collaborateur n'est pas se connecter. Donc, le devis il était déjà foireux à la base. Donc, voilà, c'est cette capacité qu'on a, nous, à moi, de projeter, d'avoir une connaissance de l'organisation, parce qu'on va discuter avec eux, on va être transverse, donc on va aller voir tout le monde. Il n'y a pas d'enjeu politique aussi. Nous, on n'est pas politisé par la structure, ce qui est important aussi, puisque les jeux de pouvoir, on doit les comprendre, mais on ne les subit pas. Donc, on est apolitisé. Ce qui est aussi intéressant. Je crois qu'il y a des jeux de pouvoir entre le DRH et le DSI. C'est bizarre. Qui va porter le projet? Alors, oui, après, on mettra l'ego de côté parce que c'est pas l'ego de la personne, mais c'est vraiment le projet qu'il faut porter et on sait les complexités que ça a. Et suivant les modules qu'on met en place, ça a un coût, ça a un temps. Et ça fait beaucoup de choses à penser. Et le ROI, parfois, est aussi compliqué à peser, à budgéter. Ouais. Alors, ça va vite, ça fait déjà bientôt une demi-heure qu'on est ensemble. On va déjà bientôt conclure. Il y a un point qu'on n'a pas abordé. Alors, on va pas avoir le temps de s'étendre sur la partie recette, mais
Moi, le point qui m'intéresse, c'est la place de l'accompagnement au changement dans les projets d'aujourd'hui. Et en quoi l'AMOA a une importance sur, déjà, sur quoi? L'AMOA participe, contribue à la stratégie. Arnaud? Alors, oui. L'AMOA contribue à la stratégie parce que le changement, c'est typiquement le sujet comment dire, que nos clients considèrent comme optionnel. Voilà, parce que d'abord, on a l'impression qu'on va s'en occuper plutôt à la fin du projet. Quand on arrive à la fin du projet, il y a un peu d'épuisement. Hein. C'est aussi d'ailleurs un des objets de l'AMOA. Nous, je dis toujours, on est le moteur, on a de la connaissance, et au moment de la recette notamment, il y a en général une baisse de dynamisme sur le projet parce que ça fait déjà presque un an que tout le monde est en projet et que ça fatigue un peu et que la recette, c'est pas facile. C'est le moment où on rentre dans un nouvel outil, donc il y a un changement justement à ce moment-là. Et donc, dans ces moments-là, c'est vraiment à l'AMOA d'impulser l'énergie nécessaire pour remonter tout le monde dans les moments difficiles. Mais le changement, effectivement, c'est pas du tout, ça ne doit pas être optionnel, parce que quand on change d'organisation ou d'outil, ce qui est les deux cas qui peuvent arriver dans un projet GTA ou dans un projet SIRH, hein, c'est perturbant pour tout le monde. Et donc, il faut communiquer tout le temps. Alors, je sais que certains de nos clients disent, non, moi, je vais communiquer le plus tard possible, comme ça, j'aurai moins d'ennuis. Parce que si je communique plus tôt, les syndicats vont se lever. Voilà, il va y avoir tout un jeu qui va se mettre en place et des réticences. Donc, je dis pas qu'il faut communiquer dès le premier jour, hein, dès le cadrage, mais assez tôt, il faut commencer à communiquer. Et notamment, communiquer à titre, se mettre à la place des collaborateurs. Je prends un exemple concret. Quand vous avez une personne qui arrive en formation et que pendant la formation, on lui explique que ce qui était ressaisi auparavant va être interfacé. Et donc, on est en train de lui expliquer l'utilisation d'un outil de gestion des temps. Et en même temps, on lui explique des process nouveaux qui font qu'il n'aura plus à ressaisir qui était peut-être, je ne sais pas, un tiers ou la moitié de son temps de travail. Donc, cette personne, elle ne peut pas être concentrée sur la formation à l'outil, alors qu'au même moment, on lui explique qu'elle va perdre la moitié de son job. D'accord ? Donc, en même temps, elle se dit, mais en fait, si moi, je ne fais plus ça, qu'est-ce que je vais faire demain ? Ouais. Est-ce que par hasard, on ne serait pas en train d'essayer de me virer, hein, pour le faire plus simple ? Voilà. De la même façon, un autre exemple, quand on arrive en formation, on est là pour former sur un outil et on se rend compte que les managers que l'on forme nous posent des questions sur tous les compteurs. Et alors que non, ce n'est pas le moment d'apprendre comment est calculé le temps de travail effectif ou comment sont valorisées les absences. Ça se fait en amont. Et tout ça, c'est toute une partie liée à l'organisation des nouveaux process, connaissance du réglementaire de temps de travail de l'entreprise. Tout ça, ça se fait avant et c'est de la communication qui se fait tranquillement, chaque mois, une petite avancée pour dire attention, à partir de telle date, on va changer certaines choses et donc on les anticipe. Ça marche. Karine, tu veux rajouter quelque chose pour conclure ? Non, l'accompagnement, je le travaille toujours par du design thinking parce que ça permet aux équipes de se lâcher un petit peu et de participer à la projection. Donc, on les implique. C'est ce qui est la réussite. Un des fondements aussi du projet, c'est d'impliquer les équipes, quel que soit le profil de l'équipe, des composants de l'équipe. C'est très important. Ok, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie d'avoir participé. Donc, si vous voulez contacter Karine, vous avez son mail là, hein, qui s'affiche, karine_sco@hotmail.fr et arnaud@michel@tempsdavance.com. Merci beaucoup d'avoir échangé sur le sujet avec nous ce matin, Karine et Arnaud. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous pourrez retrouver ce webinaire d'ici demain sur MyRH Line. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.